Pas plus que les autres, idiot. Oui, la culture, là, tu parles de la culture. C'est à eux la culture, c'est eux qui la détiennent, alors ils devront causer, ils savent ce que c'est. C'est un clap quand même. Ah, il est pas bien celui-là. Comment tu fais un café en fait voir le clap? Tiens. Non, non, comme ça. La culture, pour nous, est une bagarre, c'est une revendication. Exactement au même titre que le droit au pain, le droit au logement, on revendique le droit à la culture. Ah ben c'est impressionnant. Je dirais pas joli, mais impressionnant. De voir ces machines qui tournaient avec ces grosses bobines, qui tournaient, les fils qui passaient dans des espèces de roues comme ça. Un peu, vous savez, comme au cinéma. Les bobines, hein, le gars qui passait le film, top. Et ça défilait à une vitesse phénoménale. Hein. C'est pour ça que ça faisait du bruit. C'est pour ça. C'était une usine où je me plaisais. On disait la Rhodia, on disait pas Rhodia Céta, c'était trop long. Moi, je regrette mon Marodia, hein. Elle me manque. Bien que retraité, on reste encore les Rhodias. On est les Rhodias. C'est vrai. Ah oui, je retournerai facilement. Ouais. Oui, j'aimais bien mon boulot. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème. Et il n'y a pas d'usine où il n'y a pas de problème. Si elle n'avait pas fermé, j'y serais encore. Et ici à Besançon, on fabriquait 4000 tonnes par mois de fils et de fibres. Vous pouvez faire combien de costumes avec ça? On cherchait les métiers, on cherchait les outils qu'on utilisait. Et quand je suis entré dans cette usine, il n'y a plus rien. C'est un trou. Il n'y a plus que les murs. C'est vrai qu'une friche comme ça, aussi grande et aussi haute, c'est rare. Parce que ce qu'on fait, c'est plutôt des anciennes usines textiles qui sont à un niveau ou deux. Parce que nous, on a l'habitude de travailler sur les friches industrielles. Aujourd'hui, on vient avec des grignoteuses, tout ce qu'on veut, ça va très vite. Ouais, ça, c'est un chantier qui va durer 6 mois en gros. Je suis un peu nostalgique de l'industrie française qu'on avait avant. C'est démantelé, c'est à l'abandon, ça fait bizarre. Mais on voit que ça rentre de partout. Hein. La ville a beau fermer. Par contre, il y a des fresques magnifiques à l'intérieur. On voit qu'il y a des artistes. Le gars qui dessine ça, franchement, et puis c'est fait à la bombe. C'est singulier, quoi, je sais pas. Quand vous parlez de cette cathédrale, ça te donne juste envie d'aller voir, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Celui qui est un peu... Bon, nous sommes des gens du bâtiment. On est dans le colossal, hein. On est dans le gigantisme. Je trouve que ces bâtiments sont beaux. Il y a une espèce de majesté de ces espaces, de ces volumes. Mais des usines aussi vastes, aussi impressionnantes, il n'y en a pas tant que ça. Surtout de cette période-là, quoi. C'est-à-dire les années 50. Cette période-là, on la méconnaît complètement. On raconte les sottises, la fable des 30 glorieuses, etc. C'était là où on travaillait, quoi. On imagine quand même des milliers de personnes venant là, voilà, tous les jours, quoi, en permanence, 24 heures sur 24, voilà, parce qu'ils travaillaient en 4-8. Bon. Et voir cet état-là, bon, c'est quand même un sentiment de gâchis, quoi. Voilà, ça va être détruit.
Pour moi, historien du monde ouvrier, à un moment donné, il faut qu'en France, il reste quelque chose de ce que ça a été que la civilisation industrielle, et qui n'est pas fini. Moi, ça me met vraiment en colère. C'était grandiose. Quand on voit tous ces grands bâtiments, tout ça, tout ce personnel, c'était vraiment formidable. Tu avais des murs en bleu, des murs rouges, des murs jaunes. Comme je disais, c'est très Mondrian. Au milieu du restaurant, il y avait un patio avec des arbres dedans puis un jet d'eau. On voyait un peu de verdure là, parce qu'on ne voyait pas beaucoup de verdure, on voyait que des néons. Hein. Ça détendait pendant une petite demi-heure. C'était pas une petite usine. Hein. Moi qui avais toujours eu peur des grands ateliers. 4 heures du matin, tu te retrouves dans un blockhaus qui est très illuminé et qui te rend tout petit. C'est tous ces mecs qui rentrent à l'heure dite, qui pointent, cling, 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 et puis qui se rendent sur le métier. Daniel, Henri et Robert sont du poste d'après-midi et vont relever leurs camarades au travail depuis 4 heures ce matin. Pas d'arrêt, comme une gigantesque ruche, l'usine produit 24 heures sur 24. Eh monsieur, voilà une convocation pour vous. Merci. On se perdait dans l'usine. Je demandais au gars qui était dans les filatures, je dis, l'atelier des tirages, il est où? Il me dit, tu continues tout le long au fond du couloir. Alors on courait, parce qu'il ne fallait pas arriver en retard. Hein. Puis on se trompait, parce que vous savez, il y avait des couloirs partout. C'était presque une petite ville. Hein. Ce qui m'a aussi choqué le plus, c'est la chaleur. Ah, il faisait entre 30 et 35 degrés. On travaillait vraiment dans des endroits très chauds, jusqu'à 70 degrés de température ambiante. En plus, tu as ce bruit quasi permanent qu'on ne s'entend pas, tellement c'est violent, tellement c'est fort. Tu es obligé de crier pour t'exprimer. Quand on voyait ces granulés, finalement, hein, c'est des granulés, le polymère, qui finissaient en fil. On disait comment ça se fait que ça finit en fil comme ça. C'était beau à voir. Hein. Joli, là, vous voyez le fil qui coule, là, puis qui s'enroule et tout. Alors, la bobine, tant de kilos, tout, toc. Le machin, il enlevait la bobine, hop, il en remettait une autre, puis ça repartait. Du fil nylon, du tergal et de la fibre. Alors j'étais au fil fin. Et on avait toujours dans sa petite cotte blanche qu'on mettait une petite pierre ponce, parce que quand on travaillait chez soi, tout ça, qu'on bricolait, ben, un tout petit bout de peau là, ça cassait le fil, ça cassait la position, il fallait recommencer. Alors on donnait des petits coups de pierre ponce pour que le doigt soit bien lisse, quoi. Parce qu'il fallait les lancer comme ça sur le rouleau étireur. Il faudrait quand même connaître quelqu'un pour pouvoir en discuter, qui trouve un intérêt quelconque à faire ce geste-là 244 fois dans la journée. Et puis faire ce geste-là 244 fois dans la journée. Et les costumes ils se tenaient. Un costume 3 pièces en tergal, c'était magnifique. Le gars qui se promenait comme ça, c'était déjà un bon monsieur. Ligne mode Tergal. C'est un endroit qui rayonne, qui se voit de loin. On se rend compte qu'il y a de l'activité. Donc déjà, ça titille un peu quand on a quelques affinités avec le dessin, voire même avec la bombe de peinture. Et puis après, c'est des rencontres, c'est des gens avec qui tu vas peindre, qui viennent peindre un coup à la Rhodia, qui y sont déjà allés. Il y a ce côté exploration, en fait, qui est super intéressant. Nous, à l'époque, quand on venait ici, on ne se posait pas la question, quoi. C'était notre terrain de jeu, il nous appartenait. Quand je sors du boulot, des fois je sors, je suis déjà en short, je sors tout habillé, prêt à sauter sur la Rhodia Seta. C'est vrai que je passe un peu pour un extraterrestre de temps en temps, ouais.
chaque fois, je découvre des nouvelles salles, des nouveaux des souterrains, des caves encore. Des fois, il y a une cave que j'essaie de rechercher depuis 3-4 fois, je la trouve plus. Et ce qui est sympa, c'est que même si on a l'impression que c'est un lieu qui est mort, en fait, il est très vivant. Parce qu'à chaque visite, on fait « Ah, ça, c'était pas là, il y a une cagette qui a bougé. Tiens, il y a une clôture là, les gens sont passés par là, il y a une échelle qui est apparue. Il y a des tags, tiens, il y a un nouveau tag. » Puis des fois, on se fait « Ah, ça sent la peinture. » C'est vraiment, il y a tous les sens un peu qui sont en éveil. Il y a la vue, il y a l'ouïe, parce qu'on fait toujours attention de ne pas être vu, de ne pas faire trop de bruit. Je me rappelle quand même qu'au début, on rentrait par la passerelle, il n'y avait rien de fermé. Sauf que maintenant, ils ont tout rebouché. Ça a été bien muré. Ouais. On fera sauter les prochains. On passe quelques aménagements pour nous faciliter la vie. Le nombre de fois où on vient ici. Donc ouais, on rentrait par le laboratoire et de quoi ce qui était vraiment sympa avec cette entrée, c'est que c'est un espace cloisonné, c'était ultra sombre, parce qu'il y avait toute la végétation qui avait poussé autour, c'était extrêmement feutré. On passait la passerelle, le petit trou qui était encore plus petit, et là, ouais, le gigantisme de la Rodière avec la grande salle. Et c'était vraiment, je pense, la meilleure entrée qu'il y a eu à la Rodière. C'était une belle entrée en matière. Il y a beaucoup de gens qui se baladaient ici. Alors certainement en premier, des récupérateurs en tout genre. Nous, ça a été notre cas aussi. On récupérait un compteur, une plaque de machine-outil avec des instructions, ce genre de choses qui pouvaient encore traîner. Mais aujourd'hui, ouais, ça s'est transformé vraiment en un paysage encore plus intriguant. Parce qu'il y a eu des générations de gens qui sont venus peindre ici, hein, sur 30 ans. Je vais passer un long moment à chercher, à essayer de trouver une émotion à un certain endroit. Et ça peut avoir un lien avec effectivement la géométrie et tout ça, mais aussi avec l'histoire du lieu. Là, par exemple, quand je fais un graffiti dans ce patio, ce petit endroit en fait qui était une sorte de cafétéria, si je ne me trompe pas, l'idée de dessiner un logo qui ressemble à celui de Ron Poulenc, pour moi, c'est un espèce de petit clin d'œil à l'histoire, tu vois, au lieu qui va être détruit. Et finalement, c'est de redonner en fait ce qu'on lui a appris, quoi. Enfin, mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours ce souci d'entretenir un espèce de lien avec le contexte. Alors la bombe, c'est marrant parce que j'ai tendance à dire que c'est de la peinture mécanique. Effectivement, la bombe et l'industrie, il y a une évidence, quoi. Il y a une photo 1891 et une photo 1958. Waouh, ça ressemblait à ça. Il y a 50 ans que le comte Hilaire de Chardonnay, chimiste et physicien, membre de l'Académie des sciences, inventa la soie artificielle. Je suis rentrée du temps des soirées.
Eh bien, les soirées, c'était un peu le genre de la Rodia, mais c'était malsain. C'était l'acide, puis C'était c'était l'acide, noir. puis c'était rongé, les poumons étaient rongés par l'acide. Et puis, alors, c'était une puanteur. Hein. Ma mère a travaillé au début des années 30 aux soirées. Et elle m'emmenait à la crèche pendant qu'elle travaillait. Les femmes avaient la possibilité de laisser leurs enfants à cet endroit. Et il y avait des jours où on sentait réellement les soirées. Il y avait une odeur d'acide. Oui, c'était pollué, hein, C'était pollué, tout noir. Hein. Mais autrement, c'était la bonne boîte. Hein. Les soirées, c'était la bonne ambiance. C'était humain, c'était... Alors qu'après, c'est artificiel. On n'avait pas le même envie de travailler. Hein. C'était vraiment une bonne chose pour Besançon, la Rodia. Ça donnait du travail à beaucoup de monde. Oui. On était 3200 personnes, ça faisait vivre 15 000 personnes sur la place. On gagnait plein de vie, il y avait des avantages pour les gosses, pour un tas de choses. J'ai jamais tant bien travaillé puis gagné ma vie. C'est grâce à Rodia que je suis là. On avait des possibilités de salaire qu'on ne gagnait pas, qu'on n'avait pas dans d'autres endroits. La Rodia a tiré un petit peu, a été une locomotive hein, pour... sûrement, oui. À un moment donné, Kelton il a été obligé de remonter un petit peu les salaires. À 4 heures le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Je travaille en 4-8. À la Rodia s'éteint. Le rythme des 4-8. Alors on faisait 2 jours, mardi, mercredi. 4 heures du matin, midi. Jeudi, vendredi, 12h, 20h. Samedi, dimanche, lundi, 20h, 4h. Repos jusqu'au jeudi matin. Juste le temps d'effacer la fatigue pour retourner au travail plein d'entrain. Ça nous faisait un week-end tous les mois. Mais quand on a pris le rythme au bout de 16 ans, on ne s'en rend plus compte. On est dans le bain. Et puis moi, ça me convenait. Et le fait de travailler en 4-8, pour beaucoup, c'était l'occasion aussi d'avoir un peu plus de temps pour faire autre chose, comme un agriculteur. Souvent, certains faisaient encore un petit travail à côté. Ils avaient du temps de libre, mais malgré tout, la vie de famille était quand même perturbée. Certains disaient, on n'a pas vu grandir nos enfants. Les 4-8 que j'aimais le mieux, c'était la nuit ou les matins, voilà. Je circulais beaucoup, hein, j'allais à la sérimétrie porter des bobines, puis c'est là que je l'ai connu. J'y ai fait du baratin, tout le monde, puis on s'est connus comme ça. Puis elle était mariée, moi j'étais marié aussi, puis ça a tombé, alors on s'est mis ensemble, puis ça fait 42 ans que je suis avec elle, puis qu'elle est comme ça. Des belles filles, des beaux gars, tout le monde c'était était merveilleux. Beau, Oui, parce qu'on était jeunes. Hein. Quand on sortait à 22h, on sortait. Hein. Nous, on allait danser au Tonnel. Non, moi je trouve que c'était les plus belles années de ma vie. La Rodia, puis les Tonnels. Il n'y a plus rien maintenant. Moi, j'ai touché les lettres où il y avait écrit Rodia. Un coup avec des ouvriers, on est allé sur la terrasse en cachette. On a touché les lettres. Alors, on était haut, hein. Et ben maintenant, vas-y pour grimper. Moi, je me suis dit la première fois que je suis rentré, mais c'est pas possible, c'est un film. On se croirait dans un décor de cinéma, tout simplement. On se dit, c'est pas possible que ça puisse exister une chose pareille pour de vrai. On a du mal à réaliser la chose. C'est incroyable, tout simplement.
pense qu'il y a aussi cet imaginaire du cinéma qu'on a vu gamin, tu vois. Les premiers, que ce soit Mad Max, le premier Terminator, où on se retrouve comme ça un peu dans des lieux après l'apocalypse. Je crois que ça marque et puis du coup on a un peu envie de venir se frotter à ça, ça a un côté... C'est assez poétique finalement. Dans ma vie, dans ma vraie vie, je suis maçon. Donc, si tu veux, la semaine, je fais les murs et le week-end, je peins les murs. C'est mon petit délire, je prends ma petite journée, loin de tout le monde ou avec mes potes. Et je suis dans mon petit univers, quoi, dans ma petite bulle. C'est vrai que ça permet de faire le break, quoi. Tu fais une belle femme et puis voilà, t'as tout gagné, t'as fait ta journée. T'as quand même l'impression d'être le roi du monde. Personne ne va venir te faire chier de la journée, quoi. Même si t'es pas à l'abri de voir débarquer la BAC, mais c'est rare quand même. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que le site est interdit quand même. Hein, il y a quand même eu déjà un mort. Il y a eu un blessé il y a 3 semaines, un mois là. Un gamin qui est passé aussi au travers. Hein. Donc on va vous demander de quitter les lieux après le contrôle. Hein. Vous reviendrez. Comme toujours. Comme à chaque fois qu'on vient et puis qu'on est appelé. Et puis... Allez, vous récupérez vos bombes, vous récupérez le matériel. Dépêchez-vous. Ouais. La première fois que j'ai donné rendez-vous à ma copine, c'était ici. Je l'avais croisée au bar et je lui ai dit demain je t'emmène voir un peu ce que je fais dans ma vie, quoi. Donc je l'ai amenée ici. Elle a pas trop kiffé de devoir escalader et tout ça parce qu'elle a un peu le vertige, mais pour elle ça reste une journée trop bien, même si elle avait sali son pantalon avec de la peinture et que ça s'est pas conclu le jour même, mais elle s'en souvient encore. Donc c'était gagné, quoi. Ici, on est un peu hors du temps, on est un peu soustrait de la réalité extérieure. Et puis, à 17 piges, on arrive ici, c'est comme si on n'était pas soumis à la même pesanteur, quoi. Une sorte de liberté, comme ça, d'être dans un endroit qui a eu presque une autre civilisation, quoi, ou une civilisation perdue, un peu. Il y a ce côté exploration une dimension un peu de scientifique sur une planète oubliée. C'est la fusion de... Voilà, comment la nature reprend le dessus aussi. C'est la même poésie que les ruines. Enfin, il y a ce côté paradis perdu, un petit peu... Bon, paradis industriel, mais la promesse moderne dont il reste... C'est un peu post-apocalyptique, hein, quand on se promène ici. C'est pour ça que je ne comprends pas. Toute la ville avait muré tout partout et ils arrivaient encore à rentrer dans cette usine. Et depuis ici, on les voyait le dimanche, ils viennent se promener au-dessus. Il y en a même qui faisaient d'alpinistes, là. Depuis le dessus, avec des cordes, ils descendaient. Oui, le long de la Rodia, là. J'ai déjà vu des jeunes avoir mis une tente, puis ce côté au-dessus, parce que j'avais du gravier, c'est toit terrasse. J'ai dit, chien. Je pense qu'il y a un côté aussi un peu égotrip, un peu égocentrique qui fait que de la terrasse, on nous voit.
Enfin, pas nous directement, mais en tout cas ce qu'on fait. Et puis au-delà de ça, même un truc un peu plus modeste, mais les terrasses, quand il fait beau, c'est un endroit où on peut se faire un petit barbecue, on part entre amis, on se boit des bières, enfin, c'est convivial, quoi. Parce que c'est vrai que à la Rodière, tu peux quand même peindre tranquille, au soleil, avec une vue sur la citadelle, et sur les toits, t'es un peu tranquillou, quoi. Après, on coupe le filage de ciseaux, on met l'étiquette dessus, puis il n'y a qu'une minute entre temps pour l'autre bobine. Alors après, pas on décolle, une façon on décolle l'autre, on avait un bobine comme ça. Ils ont plusieurs trucs. Un de leurs derniers, c'est l'automation. Nous, on appelle ça accélération des cadences. C'est toujours les mêmes gestes, les mêmes machines, c'est toujours le même travail. Il me semble voir toujours le même film, entendre toujours le même disque. Les premiers 15 jours que je suis arrivé, il y avait déjà une grève. Alors, je ne savais même pas ce que c'était qu'une grève. Hein. Parce que les gens étaient bien payés, mais il y avait beaucoup de grèves, plus qu'ailleurs que sur la place. Ça faisait 21 dimanches qu'on faisait grève. Le thème, c'était le chômage bidon. Hein. Ils nous mettaient au chômage ou sans rémunération, alors il fallait prendre nos congés, etc. Sacrifier un jour de congé, c'était quelque chose de sacré. Quand vous pensez que pendant toute l'année, ils travaillent 3 dimanches sur 4, il ne fallait pas toucher à ça, c'était pas possible. Et voilà comment ça a commencé. Et donc, un matin, l'équipe B et l'équipe D, ils se rencontrent et ils décident là de faire la grève avec occupation d'usine. Ce n'est pas les syndicats qui ont démarré la grève, ce sont les gens. Et puis on est resté un mois à occuper l'usine. Il appartient à ce groupe de jeunes délégués, plébiscités par leurs camarades au cours de la grande grève du printemps 1967. C'est là que nous avions fait ses connaissances, comme nous avions fait celle de Youyou, alors tout jeune militant CFDT, qui pour la première fois montait sur un tonneau vide pour haranguer ses camarades. Je me souviens que j'étais très bref parce que j'avais peur, mais il paraît que j'avais été brillant, c'est sûrement parce que j'étais bref. Mais dans le même laps de temps, toutes les boîtes du groupe vont se mettre en grève. 14 000 personnes du textile, Rhône-Poulenc Textile, se mettent en grève. Tu vois la pression. Information pour Lyon, de Lyon et pour Thomas, 5 minutes d'arrêt, les copains, groupez-vous. Et puis il y avait les tonneaux devant, tout était fermé. On était chez nous, on était bien. La Rhodia, c'est à qui? C'est à nous. Il y a 8 ans que j'existe à la Rhodia. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est de profiter de la vie? Est-ce que c'est d'avoir une télévision ou une auto pas payée? Il n'y a pas que les questions d'argent. Radio Zeta, il y a la question d'homme et de sa famille. Or, de plus en plus, on fait de nous des sous-prolos, des gars qui n'avaient pas à réfléchir. Parce que les jeunes peuvent sûrement supporter mieux que moi. Je ne suis pas tout jeune. Il faut tout de même bien que je gagne un coup de mes gosses. Représentant un certain nombre de membres du personnel, qu'êtes-vous de ridicules pantins? Il ne faut pas oublier que c'était la première usine occupée depuis 1936. C'est pas rien. Tout au début, je ne comprenais pas tous ces mondes-là. Je ne parlais pas du tout, pas bien français au début. Je disais, mais pourquoi qu'on ne rentre pas? Pourquoi? Ah non, il ne faut pas rentrer, il ne faut pas rentrer. Mais pourquoi? Les gens voulaient tout simplement être reconnus et qu'on les respecte un petit peu dans ce qu'ils sont. Tu sens cette société qui ne te considère pas en qualité d'humain. Tu te mets en rébellion. La rencontre avec d'autres fait que je m'installe dans une démarche de découverte. Comment me défendre moi et à travers moi les autres. Voilà, c'était ça ma démarche. Et le résultat tangible de cette grève, ce n'est pas 3 ou 4% d'augmentation obtenue. C'est l'éducation d'une génération de jeunes ouvriers qui ont découvert dans l'identité de leurs conditions, l'identité de leur lutte. Pour la première fois dans cette usine, il allait avoir la création d'une maison de la culture qui ne soit pas sous la tutelle d'un ministre. Eh bien, c'était Rhodia Zeta. Et là, tous les jours... Tous les soirs, il y avait un programme culturel, conférences, films, théâtre, des choses très variées qui m'ont ouvert les yeux sur un monde que je ne connaissais pas plus. On est une vingtaine
Et on va devenir des grands copains, des grands camarades. Et on va militer culturellement, politiquement et syndicalement ensemble. Voilà. On avait 25 ans, 30 ans, on avait le corps qui était en puissance, on avait l'intellect en puissance, on faisait des trucs incroyables. Au fur et à mesure que la grève se déroulait, ça a été le comité de soutien, ça a été le fonctionnement de la bibliothèque, ça a été les animations des débats culturels. La culture, pour nous, est une bagarre, c'est une revendication, exactement au même titre que le droit au pain, le droit au logement, on revendique le droit à la culture. Paul Sepp, c'était d'abord un militant culturel. C'était un intellectuel, Paul. C'était un intellectuel qui avait décidé de devenir ouvrier. Et Sepp nous a entraînés dans une aventure d'exposition, d'activisme culturel à l'intérieur de la Rodia. Puis en même temps, il nous a fait connaître le CCPPO. Il devait militer, je crois, au moins 23 heures par jour. Il y avait toujours quelque chose à faire, quelque chose à écrire, quelque chose à dessiner, quelque chose... Et là, c'est une découverte merveilleuse, puisque pour la première fois, j'ai accès à des choses que je n'ai pas connues auparavant. Les beaux livres, les belles histoires, les beaux films, etc., etc., etc. Voilà. Il venait à la bibliothèque de 4h à 5h du matin. On a commencé avec les grands peintres, on a commencé avec les grands auteurs, etc., etc. Et on a appris, on a lu, on a débattu, etc., etc. Et ça nous a amené les mots. Parce que quand on est prolo, des fois, on n'a pas beaucoup de mots. Pour moi, animer la bibliothèque, c'est le prolongement. Je suis toujours dans la Rodia. Pour moi, l'esprit de la Rodia, je l'ai toujours. C'est un patrimoine. C'est la bibliothèque depuis 67, quoi. Voilà. Mes universités, comme je disais toujours, c'est la Rodia et puis la rue. On n'a rien fait d'autre. Il n'y a pas 36 chemins. On est régi par ça. Ou tu y vas, ou tu y vas pas. Voilà. On vous aura, on vous en veut pas encore terriblement à ceux qui se prennent un peu pour des patrons et qui ne le sont pas, mais ceux qui détiennent le capital, on vous aura, c'est la force des choses, c'est la nature, et à bientôt, j'espère. Ce que je dis, en fait, quand je dis à bientôt, j'espère, c'est le manque de liberté. Nous, il y avait un carcan terrible dans cette société. La plupart des gars sortaient du service militaire, ils rentrent dans des usines. Oui, un combat de soif de liberté. On voulait vivre autrement que nos parents, quoi, en gros. À bientôt, j'espère. Je m'en souviens assez bien parce que j'avais été ébloui. Ce défi lancé au patron, voilà, avec la conviction tranquille que de toute façon, il y a un sens de l'histoire, il y a une marge de l'histoire qui fait que les ouvriers sont destinés à prendre le pouvoir et que les patrons vont devoir céder la place. On est tellement habitué à entendre il n'y a rien n'est possible, tout est fini, voilà. Et là, il y avait quelque chose d'une conviction tranquille qui était magnifique à entendre, quoi. Pourquoi militer contre quoi, avec qui et comment? Et on avait tellement de choses à dire, et une nouvelle façon de les dire, un nouveau moyen, une nouvelle arme. Alors nous avons relevé le défi, mais c'est pas si simple. Pour faire du cinéma militant, on s'est retrouvé entre militants. C'était un boulot en plus. Après 8 heures d'usine, en plus des réunions, des tracts, des collages, des souscriptions. Mais on avait mis le bras dans l'engrenage. Depuis quelque temps déjà, des équipes de cinéastes venaient à Besançon nous révéler les secrets de la Beaulieu, du Pentax et du Nagra. Au fur et à mesure que nous avancions dans la fabrication de notre film, nous nous rendions compte qu'il nous serait impossible de nous passer des techniciens du cinéma. Avant, ils étaient quelques-uns à penser qu'il fallait travailler pour nous. Nous étions quelques-uns à penser qu'il faudrait qu'on s'en sorte sans eux. Aujourd'hui, nous savons que le cinéma militant ne peut naître que de la collaboration de militants ouvriers et de cinéastes militants. Chris Marker, au début, il me faisait un peu peur parce que c'était un personnage... mais c'était quelqu'un, bon, c'est un essayiste, un écrivain, un réalisateur. Il était multiple, mec, il avait une tête qui était... Et je pense que tous ces hommes avaient quelque chose de particulier qu'on ne trouvait pas dans notre entourage propre. Chris Marker fait partie de ces intellectuels artistes issus de la résistance, très politisés. On est dans un moment très anticolonialiste.
Et Chris Marker, il se promène sur cette terre de contestation. Et c'est là où Marker a une générosité militante. Il n'est pas là pour donner des leçons. Dans une lettre à Paul Seb d'avril 1967, il dit que la question, c'est que les ouvriers fassent ce cinéma-là. Et donc, il n'est pas dans une démarche d'appropriation, il est dans une démarche de transmission. Ça, c'est une démarche militante. Et ça donne ensuite les groupes Medvedkin. Que les travailleurs se rendent compte que toute journée, toute heure perdue pour la production est une cause d'appauvrissement général. Le groupe Medvedkin de Besançon a été fondé en 1968. Les groupes Medvedkin, c'est dire le réalisateur est un collectif. Et ces collectifs, ce sont des collectifs ouvriers. Et là, on est au-delà, en fait. Donc on s'approprie une expérience, mais on va beaucoup plus loin. Pourquoi vous avez peur que les Français s'expriment? Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble et nous devons continuer notre lutte ensemble. C'est parti avec ce film qui s'est appelé Classe de lutte. C'est là que c'est merveilleux, on voit Suzanne sur le mur, elle monte sur le tonneau, quoi, c'est le cas de le dire, mais elle c'est sur un mur, et puis elle s'exprime, et cette expression qui est si belle, ensemble, on a voulu faire la grève ensemble, etc., c'est tellement fort que c'est l'âme du film, quoi. Et tout d'un coup, elle se révèle en tant que femme et en tant que militante. Et dans le même coup où j'ai découvert, si tu veux, la lutte des ouvriers, je me suis aperçue aussi que la culture c'était quelque chose et que ça nous apportait effectivement des choses, tu vois. Et que dans le fond, je vois pourquoi on n'irait pas à une exposition de peinture ou on lirait pas des poèmes ou des choses comme ça, quoi. Pourquoi, à un moment donné, tu as des Parisiens, réalisateurs, techniciens du cinéma et des petits prolos qui se rencontrent? Je sais pas si tu vois, ça ne devait pas se faire, ce truc-là. Et pourtant, ça va se faire. C'est une... Je sais pas, au niveau cinéma et l'humain, ces deux choses-là qui se rencontrent, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Voilà. Et si j'avais pas connu ces gens-là, moi, je serais pas celui dont je suis aujourd'hui. C'est ça qui fait la force. Ces gens sont beaux et grands, voilà, dans ce qu'ils sont en train de vivre et de construire. Voilà. C'est quelque chose... Pourquoi ils sont beaux et grands? Parce qu'en fait, ils sont en train de s'émanciper. Le couvercle est en train de se soulever, et d'être projeté, et on voit ces hommes et ces femmes en train de se libérer et de dire ce moment de la libération, de l'émancipation, et la joie transgressive qu'il y a à ça. C'est un terme d'argot. Je suis pas vu. Ah, t'as vu, mais... Ah, c'est cool, t'as essayé de les choper. T'as le vis? Moi j'ai le tournevis. Je fais ça. Ça va se péter. Tous ces plans-là, en fait, je les ai trouvés sous la poussière, sous les débris. Et il y avait d'autres documents, là, comme ceux-là. Des demandes d'intervention au service. 4 11 66. Ah, ici, on a le 15 4 68, équipe A. J'ai visité cette usine-là avant de visiter les musées à Besançon. C'est un musée, hein, faut y aller. Comme les vont au musée du temps, c'est le musée de la Rodiaceta. Donc là, on a un plan des machines qui étaient dans la Rodiaceta. Donc on peut voir les différentes cuves. Donc c'est vrai que là, on a l'escalier pour monter sur les différents étages. Donc là, on a un premier étage. On doit avoir un deuxième étage qui devait être ici. Là, je pense que ça doit descendre. Des fois, c'est des gens que je connais quasiment pas, je reçois un message, ce qui paraît, tu connais comment aller dans la Rodiaceta, est-ce qu'on peut se voir un soir, machin, on va y aller. Je fais ok, pas de problème. Quand je commence à envoyer les premiers messages, faut des baskets qui craignent pas, des vêtements qui craignent pas, une lampe torche, ils disent oh, où est-ce que je vais en fait, ça commence un peu à créer l'ambiance. Puis après tu rentres dedans, pareil, tu vois un peu dans les yeux, ils sont ah
où est-ce que je suis? Après, j'en avais même un ou deux qui commençaient à tout casser là-dedans. Je fais, attends, tu te détends. Je fais, ouais, mais du coup, à l'intérieur, je peux faire des trucs qui sont interdits par la loi, mais du coup, on s'en fout parce que. Je fais, ah non, c'est bon, attends, tu viens pas tout détruire. Il y a quand même des gens qui viennent ici, c'est vrai que c'est abandonné, mais ouais, il y a des graffeurs, c'est un peu un lieu de vie pour différentes personnes. J'ai emmené mon professeur de français du lycée ici. Je lui ai proposé de venir un jour. Il m'a dit pourquoi pas. Donc j'ai commencé à lui faire une mise en bouche, si je peux dire ça comme ça, en lui montrant petit à petit donc, toutes les photos que je prenais. Quand il est rentré, waouh! Tout simplement, il a adoré. La Rhodia, c'est évident que j'en serais pas là aujourd'hui si j'étais pas passé, quoi. En fait, ça a un vrai lien avec mon travail de designer, parce que là, on est dans l'usine et dans les années où, en fait, tu vois, la production industrielle, elle était fantastique, c'était quelque chose qui était glorifié, le plastique n'était pas encore remis en question. Donc, en fait, il y avait une vraie aisance de production. Et en fait, quand tu vas dans des bâtiments comme ça, tu le ressens. Tu le vois dans toutes les traces qui sont restées ici. Ah, c'est la police, c'est cool. Et petite visite sympathique. Et donc la police m'a coupé. On a un truc dans le graffiti sur quand tu fais un graphe comme ça et que la police arrive, tu as juste le temps de marquer stop by the police. Voilà, votre film a été coupé par la police. Mais c'est vrai qu'on s'imagine des choses. C'est comme si on rentrait chez quelqu'un et qu'on allait imaginer sa vie, quoi. Et c'est vrai que d'imaginer une époque, parce que en fait les choses sont datées, qu'on arrive à facilement à les comprendre, ça allait s'imaginer de ce que ça peut être dans le travail. Ça me paraît loin, moi, déjà. L'idée d'un pays entièrement, tout le monde bosse à l'usine, tout ça, ça me paraît être plus loin dans le temps, au final. Oui, mais 30 Glorieuses, en fait. L'essor industriel, ça me paraît vraiment être lié à cette période. Et quand on voit le bâtiment, ça donne un peu raison, qu'on se rend bien compte que c'est plus du tout d'actualité, au final. On pourrait pas refaire travailler des gens dans des conditions du bâtiment. Donc en fait, ça rend les choses finalement assez nostalgiques. Il y a une espèce de petite temporalité un peu imaginaire qui se crée, quoi. On se promenait, on ne faisait plus rien. Hein. J'ai dit, c'est pas possible qu'une usine comme ça ferme. Mais la motivation n'était plus la même. Voilà. On savait que ça allait fermer, alors ça cassait tout. Voilà. On faisait acte de présence, c'est tout, mais on faisait rien du tout. Hein. Je vous dis, sur une quinzaine de balancettes qui tournaient là, eh ben, il n'y en avait plus qu'une. Plus qu'une. Puis après, top, ça a été fini. Tout a été arrêté. Ouais. Ce qui m'a fait mal au cœur, c'est quand j'ai vu démonter les machines pour les envoyer au nord de la Thaïlande, au nord de Bangkok, avec des ingénieurs de Rhodia à Besançon, pour aller les monter là-bas. Ça fait mal au cœur. On a été le laboratoire de la mondialisation, la mise en place de la mondialisation. Et quand on le disait, les gens nous disaient oh, « vous mélangez tout ». Parce que bon, on parle de la Rhodia, mais à Besançon, tu as eu je ne sais combien de fermetures d'entreprises. Hein. Dans le même laps de temps, on a eu les LIP, on a eu l'Héritier, on a eu le Rosemont. Il y a eu à peu près 10 000 emplois supprimés en l'espace de quelques années. Ça a fait quelque chose, hein, oui. Ah, j'ai dit ce coup-ci, c'est fini. Ouais. Mais on s'est quitté là sur une poignée de main, puis tout le bordel, puis. Ouais. Faut tourner la page. Quand vous avez fait 20, 30, 40 ans dans la même boîte, vous avez tout misé votre vie là-dessus, et puis du jour au lendemain, il faut aller ailleurs, il faut tout remettre en cause. Ça fait beaucoup de choses, quoi.
C'était la semaine avant Noël 82. J'étais le seul chef d'atelier avec M. Griot de la filature. On était les 2 derniers. On n'avait rien à faire, hein. Donc, comme il ne restait plus personne, on a dit au directeur, on s'en va le 1er mai. Hein. Donc, on est partis les 2 le 1er mai 83. J'aurais bien voulu finir ma carrière là à 60 ans. Moi aussi, je ne me tenais pas particulièrement à quitter le boulot à 52 ans. Hein. C'est pas forcément très agréable. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Ah, tous les ans, c'est mon emplacement là. J'aime bien être ici. Pose des gardes. Je suis derrière vous. Ça serait une tuile si j'en prends une sur la tête. Ça faut aussi les boules, hein, comme on dit. Mais enfin, c'est comme ça, c'est... Combien, monsieur? Ça, c'est correct. Je peux regarder? Oh, mais c'est fait pour, hein. Comment va, vieux soldat? Les anciens. Tous les ans à la même place. Les anciens de la Rodia. Les anciens de la Rodia. Voilà. Un ancien de la Rodia? Oui. Ouais, moi je suis rentré ici, j'avais 18 ans. Ah, moi je la regarde plus maintenant. Non, ça me brûle. C'est trop. Comme c'est délabré comme ça, c'est inadmissible. De voir un état comme ça. On a des belles photos. Non, mais dans l'état où il est, non, il ne faut plus laisser ça comme ça. C'est pas possible. C'est pas beau déjà pour ceux qui ont travaillé, qu'on est obligé de l'avoir, quoi. Puis qu'on voit où on était, où on travaillait. Enfin, j'espère qu'ils laisseront un morceau de l'usine quand ils vont la démonter pour rappeler un peu la vie de cette usine. Parce que la soie artificielle, c'est quand même là que ça a été lancé. Hein. Alors, ça serait moi, pour le Porsche qui a le long de la route, quand on voit bien, là, c'est joli. Comme, là, c'était la chaufferie, c'était là. C'est la chaufferie. Elle habite en face. Hein? Ben, ça va me donner de la clarté, parce que c'est juste devant mes fenêtres. C'est pas un très beau décor, je reconnais. Oui. Mais s'ils abattent la Rodia pour faire un bel hôtel, je suis d'accord. Depuis tout à l'heure, on me parle de cette fameuse cathédrale à l'intérieur, quoi. Le mot, il est important, parce que si les gens parlent de cathédrale, ça veut dire que non seulement c'est vaste, non seulement c'est imposant, mais il y a une grandeur là-dedans. Peut-être le mot sacré ne convient pas, je ne sais pas, mais il y a quelque chose à préserver, quoi. Il aimante, quoi. Il aimante. C'est assez intéressant, d'ailleurs. La puissance du lieu, parce que quand on s'en approche, on est fasciné, quoi. Arquebus chargeur! Écartez-vous! C'est une étoile de pierre au sommet de la colline qui domine Besançon. Les fortifications de Vauban, d'une valeur universelle exceptionnelle. Parce que être au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un magnifique label. Nous vous faisons confiance pour chérir votre bien, pour le préserver, pour le conserver, pour l'améliorer. Qui, somme toute, ne servira jamais. Elle va servir d'école de cadets, de prison d'État. Ça n'a jamais servi à rien. On peut pas dire des choses comme ça.
Thank you.